parquet judiciaire financier, affaire des 10 milliards impliquant Amadou Sall, début des premières auditions aujourd'hui, Chérif. Le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier s'apprête donc à ouvrir les premières auditions au fond dans l'affaire Woodrose Invested Limited. Ces auditions prévues les 18, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui et 19, marquent un tournant dans ce dossier qui implique au premier chef Amadou Sall, fils de l'ancien président de la République Macky Sall. La gérante de Woodrose, Sarr Ndeye Seynabou Ndiaye, sera la première à comparaître devant les juges d'instruction, informe Presse Afrique qui cite l'Observateur dans sa parution de mercredi dernier. Selon les éléments de l'enquête, la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, avait donc estimé que cette société de droits ivoiriens constituée donc le 12 octobre 2017 et disposant d'un compte NCA Bank avait reçu un bon de caisse de 10 milliards de francs CFA et établi une procuration pour Amadou Sall. Un autre acteur clé de ce dossier, Abdou Karim Mbaké, cité dans cette transaction suspecte de 10 milliards de francs CFA par la CENTIF, sera également entendu à son tour par les magistrats instructeurs. Nata. Oui, l'affaire Didier Badji, Fulbert Sambou, l'association pour la protection des droits humains encourage la justice dans cette démarche et exhorte la justice également à poursuivre l'enquête sur les violences politiques. Effectivement, l'association a salué les avancées judiciaires concernant les dossiers de Fulbert Sambou et Didier Badji, deux affaires marquées par des circonstances qualifiées de particulièrement troublantes. L'organisation de défense des droits de l'homme se félicite également de l'ouverture de l'instruction par le juge du 3e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, tout en exprimant sa satisfaction. La PDH appelle la justice à poursuivre ses efforts pour instruire cette affaire jusqu'à son terme, estimant essentiel d'élucider les faits et de faire toute la lumière sur cette situation qui a plongé le pays dans un profond émoi. L'association en a profité également pour interpeller le ministère de la Justice, rappelant l'importance de mettre en place une commission d'enquête criminelle pour faire la lumière sur la répression violente survenue lors des événements politiques survenus entre mars 2021 et juin 2024. Il faut juste ajouter, Nata, que les ressortissants des îles Bliss Kassa à Dakar, en collaboration avec les organisations sénégalaises des droits de l'homme et le pool de leurs avocats, vont donc organiser une conférence de presse ce mardi après-midi au siège d'Amnesty. Ce sera donc à 17h. Une rencontre, selon communiqué, sera l'occasion de revenir en détail sur les dossiers, notamment les dernières informations parvenues ainsi que l'attitude qu'adopte le collectif des familles de ces deux soldats. Oui, concernant ce dossier, toujours l'avocat des familles dit prendre acte de l'inculpation de Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki, qu'on surnomme le sniper, l'avocat des familles, maître Patrick Kabou, a réagi à l'inculpation de Jérôme Bandiaki, mais le journaliste et chroniqueur judiciaire Daouda Mine estime pour sa part que le procureur de la République devrait se prononcer sur cette affaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Fatou Bintou Konté. Le juge d'instruction a inculpé Jérôme Bandiaki pour assassinat, séquestration, entre autres dans l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji. L'avocat de la famille des deux soldats dit prendre acte de cette tournure. Nous, on prend acte de ce dernier événement concernant l'inculpation d'une personne. Mais quand quelqu'un fait de la procédure pénale, il est aisé de comprendre que cette personne-là ne s'est pas levée un bon matin pour commettre ses actes. Il y a eu des complices, il y a eu de leur don. Donc, nous, on écoute, on reste à l'écoute, on prend. Le silence du parquet dans ce double meurtre présumé pose problème aux yeux du chroniqueur judiciaire Daouda Mine, qui invite le procureur à donner des informations du suspect Jérôme Bandiaki. Je pense que les Sénégalais devront être édifiés et c'est le procureur de la République qui doit sortir pour édifier l'opinion. L'article 11 du Code de procédure pénale le lui permet et la situation de ce dossier-là également l'exige. Bandiaki a été inculpé dans un premier temps par le doyen des juges. Il a été inculpé, placé sous mandat de dépôt, l'instruction est terminée et il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour jugement.
Au moment où on attendait son jugement, on apprend qu'il a été inculpé cette fois-ci par le juge du 3e cabinet pour assassinat, pour séquestration et pour viol. L'inculpation de Jérôme Bandiaki est une avancée importante dans l'enquête, un premier pas, mais insuffisant selon les deux experts. Oui, parce que quand on ouvre le dossier, quand le juge d'instruction l'inculpe, il commence à faire ce qu'on appelle l'instruction. Il a l'obligation de rechercher tous les éléments qui vont le charger ou bien qui vont le décharger. Et dans le cadre de cette instruction-là, il va chercher forcément les complices s'il y en a, les commanditaires s'il y en a, il doit les installer dans la procédure et au finish les renvoyer devant la juridiction de jugement pour jugement. Quelqu'un fait de la procédure pénale, il est aisé de comprendre que cette personne-là ne s'est pas levée un bon matin pour commettre ces actes. Il y a eu des complices, il y a eu de leur don. Donc nous on écoute, on reste à l'écoute. Novembre 2022, que ces deux soldats ont disparu. Seul le corps de Fulbert Sambou a été retrouvé. Alors, ce dimanche, leurs familles ont organisé une marche pour demander que justice soit faite. Fatou Bintou Conté, puis en plus bref, parlons de cette perturbation en vue dans le secteur de l'éducation nationale avec le G7, les 7 syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation qui déroule son plan d'action marqué par un débrayage ce matin suivi d'une grève totale à partir de demain mercredi. Nous y reviendrons. Et puis, un an après la fin des accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal, les acteurs du secteur à Saint-Louis font le bilan. Oui, avec ces questions, est-ce que ces mesures ont influé positivement sur la vie des pêcheurs sénégalais à Saint-Louis notamment? Certains disent non. L'arrêt de ces accords n'a pas permis au secteur de retrouver son lustre. Reportage Ousseynou Diop. Après l'arrêt des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, les pêcheurs de la ville de Saint-Louis font le point. Pour beaucoup, la rareté du poisson dans les eaux sénégalaises est plus persistante. Babacar Ndiaye, pêcheur à Gendar. Rien n'a changé. L'État a pris un arrêté, mais tous les petits bateaux sont encore dans nos eaux. Et pourtant, le gouvernement nous avait promis un changement positif. Les pêcheurs de la langue de Barbarie invitent les autorités sénégalaises à prendre des mesures idoines pour contrôler davantage nos frontières maritimes. On ne peut pêcher que dans les eaux mauritaniennes. C'est ça la vérité. L'arrêt des accords n'a aucun impact positif sur l'activité des pêcheurs. Selon Moustapha Dieng, secrétaire général autonome des pêcheurs du Sénégal, les impacts sont réels dans le secteur. Depuis l'arrêt des licences de pêche européennes dans nos côtes, les espèces nobles commencent à réapparaître dans la mer. Ce qui veut dire que donc, ça a été vraiment un gain pour les pêcheurs. Mais la question que nous nous posons, c'est toujours est-ce que réellement tous ces bateaux qui pêchaient dans le cadre de ces accords-là sont sortis de nos eaux? Parce que après, on a vu que le gouvernement, en quelque sorte, les ministres, a signé pour 3 licences nouvelles pour des thoniers. Selon Greenpeace Afrique, aucune étude ne peut aujourd'hui démontrer l'impact réel de l'arrêt des accords de pêche. Toutefois, les responsables saluent cette mesure prise depuis plus d'1 an. Cependant, nous n'avons pas encore une étude qui nous fait l'évaluation de l'impact de cet accord-là sur la gestion de la pêche. Mais pour Greenpeace, nous avons toujours eu une position claire sur la question. Nous avons soutenu les communautés de pêche dans leur lutte pour une gestion juste et durable des ressources marines. La fin de cet accord, qui répondait à une forte demande sociale, était selon nous un pas nécessaire pour mettre fin à la surexploitation des ressources. Les pêcheurs de Saint-Louis n'ont pas encore ressenti les impacts réels de l'arrêt des accords de pêche des bateaux européens. Actuellement, dans la langue de Barbarie, les pêcheurs souffrent le martyre. Les licences octroyées par la Mauritanie tardent à être délivrées aux pêcheurs. Quant au Brésil, à présent, le Sénégal exige une rupture dans la finance climatique. À propos du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, selon lui, les pays vulnérables ne peuvent plus faire face à l'avancée du désert, à l'érosion côtière ou aux sécheresses sans un soutien financier massif, accessible et transparent. Nous l'écoutons lors de ce discours tenu à Belém. C'est au Brésil là où se tient la conférence de haut niveau des partis aux Nations Unies également, convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Dr Abdourahmane Diouf. Nous voici de retour au Brésil
ce pays même où il y a 33 ans, nous avons porté sur les fonds baptismaux le cadre multilatéral de gouvernance de cette question existentielle du climat à travers la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au regard de l'immensité de ce changement écologique, de ce chantier écologique, j'insisterai sur la nécessité de renforcer les mécanismes internationaux de mobilisation de financement adaptés pour réduire et inverser la tendance de la dégradation des terres et de la biodiversité. Pour cette raison, le Sénégal réaffirme l'application effective de l'article 9.1 de l'accord de Paris et appelle les pays développés à accompagner la mise en œuvre effective des contributions déterminées au niveau national, conditionnelles et des plans nationaux d'adaptation. Le Sénégal confirme son engagement renouvelé à travers sa vision 2050 à promouvoir une trajectoire sobre en carbone et résiliente au changement climatique, suivant nos capacités et responsabilités différenciées pour maintenir le réchauffement global à 1,5 Celsius au bénéfice de sa population et de toutes les communautés du monde. Mesdames et messieurs, à la lumière des résultats de l'évaluation de sa deuxième CDN, le Sénégal tient à exprimer, à rappeler devant cette Assemblée que des politiques très bien planifiées mais non mises en œuvre ne garantissent pas la réduction des émissions ni l'adaptation des écosystèmes et autres systèmes humains. Des financements suffisants, en qualité, accessibles et transparents sont indispensables pour exécuter les efforts planifiés dans les CDN 3.0 des pays en développement. À cet égard, le Sénégal entend soumettre dans les meilleurs délais sa CDN 3.0. Triplement du financement de l'adaptation pour 2030 et mobiliser plus de ressources pour les fonds pertes et dommages. Belém doit rendre effective l'opérationnalisation des 300 milliards de dollars adoptés à bas coût, car l'urgence est dans nos maisons respectives, notamment pour les pays les moins avancés, les États insulaires et l'ensemble des victimes. Enfin, Belém doit adopter les indicateurs globaux de l'adaptation et le financement de leur applicabilité. L'actualité des sports à présent, football, match amical, le Sénégal à la relance face au Kenya après la débâcle contre le Brésil. Match prévu en début d'après-midi à 15h à Antalya en Turquie. Le Sénégal donc veut redorer son blason selon le sélectionneur Pape Thiaoui. L'équipe nationale du Sénégal compte bien donc jouer ce match et le gagner en direction de la CAN 2025 au Maroc, compte rendu de la conférence de presse. Dans la tanière des Lions du Sénégal, l'heure est à la remobilisation. Objectif, s'imposer avec la manière face au Kenya pour un regain de confiance. Quand on sera à la CAN, on aura des adversaires, beaucoup d'adversaires de ce genre. Donc ce match, je pense que c'est intéressant, même si le Kenya ne s'est pas qualifié. On s'attend à un match difficile, on le sait, et on va commencer à... On a travaillé pour ça, et aussi ces genres d'équipe, faut prendre le match en compte le plus rapidement. C'est sûr, c'est pas du tout facile parce qu'ils ont leurs armes et ils vont venir nous mettre en difficulté. Maintenant, c'est à nous de s'adapter à ces genres de matchs le plus rapidement possible. Parce qu'on a pas Matar qu'on a laissé sur Londres parce qu'il a pris un coup qu'on a jugé qu'il pouvait sur 2 jours pour reprendre, c'était difficile. Donc on est dans la récupération pour les joueurs qui ont fait le match, qui ont démarré le match, et le reste, ils se sont bien entraînés hier. Il faut faire les derniers réglages pour le match de demain. Défait par le Brésil 2-0, son premier revers après 26 rencontres, le Sénégal est prêt à aller de l'avant. On a tiré les enseignements et on sait qu'on s'attendait à un match très difficile, même si les gamins ils ont répondu présent malgré la défaite. Mais après, on sait là où on a failli, donc voilà, c'est sur ces axes qu'il faut travailler. Il faut aussi, on a vu aussi sur certaines choses qu'on a fait des bonnes choses qu'on doit garder ses acquis, et c'est intéressant face à cette équipe du Brésil. Donc si on a réussi à faire ça, ça veut dire qu'on est... Et ils ont adhéré. Maintenant, il faut gommer beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi, qui nous a fait un peu perdre ce match. Maintenant, comme on dit, les matchs amicaux servent à ça. Retrouver le chemin de la victoire, le désir premier du Sénégal face au Kenya ce mardi à partir de 15h à Antalya, en Turquie.
Sport toujours peut terminer avec l'athlète sénégalaise Salissar qui a remporté hier lundi la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 m lors des 6e Jeux de la solidarité islamique à Riyad en Arabie Saoudite. Il s'agit de la première médaille d'or du Sénégal dans cette édition des Jeux, la 4e après celle de la nageuse Oumy Diop, âgée de 23 ans. La triple sauteuse sénégalaise Salissar avait terminé 6e de la finale du triple saut au championnat du monde d'athlétisme en septembre 2025. Félicitations à elle, Nata. Absolument, toutes nos félicitations à Salissar. On te retrouve tout à l'heure, chérie, pour le journal en Wolof. Et ce sera sous forme de brève. Ce matin, on se rappelle la veuve du président Léopold Sédar Senghor, Colette Hubert de Betteville, est décédée le 18 novembre 2019 à Verson en France. Senghor l'avait épousée en seconde noces en octobre 1957, 3 ans seulement avant de devenir le premier président de la République du Sénégal. Rendez-vous tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde pour en parler. Un autre souvenir douloureux et horrible ce matin, une nuit de mois de novembre 1998 à Djifangor, à 10 km de Ziguinchor, des éléments armés supposés appartenir au MFDC ont débarqué et tiré sur tout ce qui bougeait. On ignore toujours le nombre exact de victimes. Certains parlent même de centaines. À suivre le reportage sur les lieux avec Boubacar Diassi. 27 ans après, la revue de presse sera avec El Hadj Malick Thiandoum et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.